que cache vraiment la tempête diplomatique autour de l'Ukraine? Et si, derrière le bruit des canons, la guerre révélait surtout les fissures profondes de l'Europe et de ses alliés? Regardez. Il y a quelques jours, Angela Merkel a été accusée d'avoir abandonné la Crimée à la Russie, relançant le débat sur la responsabilité des dirigeants occidentaux dans la crise actuelle. Pendant ce temps, la diplomatie vire au spectacle. Le Kremlin offre à Donald Trump des chocolats ornés de citations vantant la supériorité russe, tandis que sur les plateaux télévisés russes, on appelle ouvertement les Ukrainiens à renverser leur président. La guerre ne se joue plus seulement sur le champ de bataille. Elle infiltre les sociétés à travers des appels à la révolution interne en Ukraine et une propagande massive qui cible les opinions publiques. En Russie, des citoyens manifestent contre la répression, tandis qu'en Allemagne, le débat sur la migration s'enflamme sous la pression des chiffres inédits de renvoi et la montée de la peur de l'instabilité. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Sabotage, cyberattaques, opérations pour manipuler l'opinion. La guerre hybride bat son plein, menaçant la cohésion de nos sociétés bien au-delà des frontières ukrainiennes. Si l'on ne prend pas la mesure de ces dynamiques, c'est non seulement la paix qui vacille, mais aussi la capacité de l'Europe à préserver ses valeurs et à rester unie face aux défis extérieurs. Alors, comment tous ces événements apparemment dispersés dessinent-ils en réalité une recomposition profonde des rapports de force en Europe? Plongeons dans les faits récents pour comprendre les véritables enjeux de cette lutte d'influence. Angela Merkel, trahison ou simple bouc émissaire? La question divise l'Europe de l'Est et alimente les débats sur les coulisses de la guerre en Ukraine. Le général lituanien Jonas Vytautas Žukas a récemment lancé une accusation explosive. Selon lui, en 2014, Angela Merkel aurait exercé une pression décisive pour empêcher l'Ukraine de défendre militairement la Crimée face aux troupes russes. Dans ses mémoires, Žukas affirme avoir recueilli cette confidence directement auprès d'un haut responsable ukrainien de l'époque. Pour beaucoup, ces propos mettent en lumière la complexité et l'opacité des choix occidentaux lors de l'annexion de la Crimée. Depuis l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie, l'image d'Angela Merkel s'est effondrée dans une grande partie de l'Europe centrale et orientale. Elle est aujourd'hui perçue, à tort ou à raison, comme l'incarnation d'une politique de compromis ayant mené à la catastrophe actuelle. Les médias polonais, baltes ou ukrainiens n'hésitent plus à la qualifier de figure controversée, voire de symbole d'une Europe naïve face à Moscou. Face à ces accusations, le bureau d'Angela Merkel garde le silence, refusant tout commentaire officiel. Ce mutisme alimente les soupçons et accentue la défiance envers l'ancien leadership allemand. Pour ses partisans, Merkel sert de bouc émissaire idéal, mais pour ses détracteurs, elle porterait une responsabilité historique dans la faiblesse de la réaction européenne en 2014. Ces débats cristallisent des fractures plus larges au sein de l'Union européenne. La solidarité affichée au début de la guerre s'est érodée. Plusieurs pays d'Europe de l'Ouest freinent ou conditionnent leur aide à l'Ukraine, tandis que les voisins de Kiev dénoncent la lenteur, voire les promesses non tenues en matière de livraison d'armes et d'équipements. Les États-Unis eux-mêmes sont accusés de tergiverser, contribuant à un climat d'incertitude sur la pérennité du soutien à l'Ukraine. Dans les chancelleries, la méfiance grandit. Les accusations de trahison et les rancœurs accumulées menacent la confiance entre alliés occidentaux. Car au-delà de la guerre, ce sont les fondements même de la sécurité collective et de la coordination européenne qui vacillent. Si cette défiance s'installe durablement, l'Europe pourrait se retrouver désarmée face à de futures crises internationales. Mais alors que la diplomatie européenne vacille, d'autres armes entrent en jeu. La propagande, l'intimidation et les opérations d'influence, qui redéfinissent les rapports de force bien au-delà des frontières de l'Ukraine. Quand la guerre ne se joue plus seulement sur le champ de bataille, elle s'infiltre partout, dans les esprits, les réseaux sociaux, jusque dans les débats de nos salons. Aujourd'hui, la guerre hybride menée contre l'Ukraine dessine un nouveau front, invisible mais tout aussi décisif. À Moscou, sur les plateaux télé, des voix appellent ouvertement à la révolution contre le président Zelensky. Les Ukrainiens sont sommés d'abandonner leurs grandes villes, Odessa, Kharkiv, Poltava, Mykolaïv et même Kiev. Ce ne sont pas de simples provocations, mais une stratégie délibérée, semer la peur,
le doute, faire vaciller l'unité intérieure du pays. La Russie ne s'en cache plus. L'objectif est clair, affaiblir la cohésion ukrainienne, convaincre les alliés occidentaux qu'un soutien durable devient vain, voire dangereux. La propagande martèle que l'opposition à Zelensky grandit, que la lassitude gagne l'Ukraine, et que le temps joue pour Moscou. Pourtant, les données sociologiques racontent une toute autre histoire. Selon des enquêtes publiées ce mois-ci, la majorité des Ukrainiens, plus de la moitié, refusent tout compromis territorial, même si cela signifie prolonger la guerre. Une minorité, environ un tiers, accepterait de céder certains territoires pour retrouver la paix. Mais l'immense majorité reste catégorique. Reconnaître officiellement la perte de terre serait inacceptable. Cette guerre de l'opinion ne s'arrête pas aux frontières de l'Ukraine. À Londres, des actions de sabotage attribuées au groupe Wagner frappent directement les stocks d'aide militaire destinés à Kiev. Les images d'incendie, largement partagées, visent à décourager toute assistance européenne. La Russie s'emploie également à influencer la scène politique américaine. Lors d'un récent passage à Washington, un émissaire du Kremlin a offert des chocolats à Donald Trump, ornés de citations sur la grandeur russe. Ce geste, aussi dérisoire qu'il paraisse, vise à flatter, à banaliser le discours russe et à tester la solidité du soutien américain à l'Ukraine. En Europe, la fracture s'élargit. Les débats sur la poursuite de l'aide militaire et économique se font de plus en plus vifs. Certains parlent de la fatigue ukrainienne, d'autres dénoncent le coût imposé aux contribuables ou s'inquiètent des conséquences sur leur propre sécurité. Dans chaque pays, les opinions publiques deviennent le champ de bataille où se joue l'avenir du soutien à l'Ukraine. Ce qui est en jeu? Rien de moins que la capacité de l'Europe à résister aux manipulations, à défendre ses valeurs et à rester unie face aux menaces extérieures. Car dès que l'opinion publique vacille, les gouvernements hésitent, les alliances se fragilisent et les adversaires avancent leurs pions. Mais à quoi ressemblent, concrètement, ces fractures dans nos sociétés? Quels signes révèlent que la guerre hybride s'invite jusque dans nos rues et nos institutions? L'Europe est-elle à la croisée des chemins? Sortira-t-elle plus forte ou plus fracturée après l'orage qui la secoue? Les conséquences des choix actuels se font déjà sentir et pourraient bien redéfinir le visage du continent pour les années à venir. Commençons par l'Allemagne, où le nombre d'expulsions de migrants a littéralement explosé. Depuis le début de l'année, des chiffres jamais atteints ont été enregistrés, avec une hausse de près d'un cinquième par rapport à l'an passé. Jamais autant de personnes n'avaient été renvoyées, souvent vers la Turquie ou la Géorgie. Cette sévérité suscite l'indignation à gauche. Pour de nombreux élus, cette politique est perçue comme inhumaine et ne fait qu'alimenter la peur et l'insécurité, sans améliorer ni la vie des Allemands, ni celle des migrants. Mais le malaise ne se limite pas à l'Ouest. À Moscou, une poignée de manifestants osent braver la censure et la répression pour défendre les libertés fondamentales. Ces rassemblements restent rares, mais leur simple existence marque une rupture. La contestation tente de survivre sous la chape de plomb imposée par le pouvoir. La criminalisation de l'opposition, qu'elle soit politique ou artistique, participe à une crise de confiance envers les institutions russes. Cette défiance s'amplifie sur les réseaux sociaux, où prolifèrent les faux comptes et les manipulations massives de l'opinion. La frontière entre vérité et propagande s'efface, rendant chaque citoyen plus vulnérable aux discours extrêmes et à la désinformation. La société civile peine à s'organiser alors même que les outils numériques deviennent des armes de division. Les tensions s'exacerbent, et pas seulement sur le terrain politique. À Moscou toujours, des affrontements spectaculaires entre groupes de migrants montrent que la question migratoire ne connaît pas de frontières. Les rivalités ethniques et sociales s'enveniment, fragilisant davantage la cohésion d'une société déjà sous pression. Le climat sécuritaire s'alourdit, jusque dans la sphère internationale. La chef de l'opposition biélorusse, Svetlana Tihanovskaya, a dû annuler un déplacement par crainte pour sa sécurité. Un symbole de plus d'une Europe où les dissidents doivent se cacher et où la violence politique ne s'arrête plus aux frontières. Ce qui est en jeu, c'est bien plus que la gestion d'une crise passagère. C'est le modèle de société européen tout entier qui vacille, la capacité à rester unis, à protéger les droits fondamentaux,
à maintenir la confiance dans les institutions. Face aux pressions, externes comme internes, l'Europe doit choisir entre l'éclatement et la résilience. Que pouvons-nous apprendre de ces fissures? Saurons-nous éviter les pièges qui ont mené à tant de catastrophes dans l'histoire du continent? Pour comprendre comment l'Europe peut surmonter ces défis, il faut regarder les forces qui travaillent en coulisses, entre diplomatie trouble et manipulation stratégique. Plongeons dans les véritables jeux de pouvoir qui se dessinent à l'ombre des crises apparentes. Comment rester lucide et actif dans la tempête? Face à la vague de manipulation, de rumeurs et d'influences sous-jacentes, la première clé, c'est l'esprit critique. Ne jamais prendre pour argent comptant ce qui circule, qu'il s'agisse d'accusations, de révélations spectaculaires ou d'analyses toutes faites. Les médias indépendants jouent ici un rôle vital. Ils décryptent, recoupent, apportent du contexte, là où la désinformation vise à semer la confusion et la peur. Être citoyen, aujourd'hui, c'est aussi soutenir activement les contre-pouvoirs. Qu'il s'agisse de manifestations pacifiques, d'initiatives citoyennes ou de débats ouverts, chaque action, même modeste, contribue à préserver l'équilibre démocratique. Car l'un des plus grands risques, dans cette ère de polarisation, c'est de voir la pluralité d'opinions se transformer en division orchestrée. Pour éviter ce piège, il faut préserver l'espace du débat démocratique, accepter la contradiction sans tomber dans la haine ou la caricature. La résilience démocratique passe aussi par la solidarité européenne. Les crises, qu'elles soient militaires, économiques ou sociales, testent la cohésion du continent. Mais elles sont aussi l'occasion de renforcer la vigilance civique, l'entraide transfrontalière et la confiance dans la capacité de l'Europe à surmonter les tempêtes. Ne sous-estimons jamais l'impact des petits gestes, qu'ils soient diplomatiques ou symboliques. Une lettre ouverte, une prise de parole, une initiative locale peuvent façonner la perception collective et rappeler que chaque voix compte. Tout se joue, finalement, dans la vigilance de chacun et l'engagement de tous. Si nous laissons la fatigue, le cynisme ou l'indifférence s'installer, ce sont les fondations mêmes de la démocratie européenne qui risquent de s'effriter, lentement mais sûrement. La question demeure, quelle Europe voulons-nous construire après ces tempêtes? Et comment tirer parti des leçons du présent pour façonner l'avenir collectif? À vous de jouer. L'avenir européen se décide aussi dans vos choix quotidiens. Ce que nous venons d'explorer, ce n'est pas seulement une série d'événements lointains, mais le reflet direct de la fragilité et de la force de nos sociétés. Les trahisons, les manœuvres diplomatiques, les divisions internes sont autant d'avertissements. Rien n'est acquis, rien n'est garanti. Aujourd'hui, l'Europe et la Russie sont traversées par les mêmes tensions. La peur de l'isolement, la tentation du repli, la désinformation qui mine la confiance. Les dirigeants tentent de manipuler l'opinion, de faire pression, d'attiser les peurs pour mieux asseoir leur pouvoir. Le risque, c'est que nous finissions par baisser les bras, par croire que notre voix ne compte plus, que les jeux sont déjà faits. Mais se résigner, c'est laisser les autres écrire l'histoire à notre place. Accepter le fatalisme, c'est perdre peu à peu la capacité de défendre nos droits, notre sécurité, notre liberté de penser. Si l'Europe a traversé tant de crises, c'est aussi parce que ses citoyens ont su, à des moments clés, s'exprimer, débattre, résister. La stabilité politique dont nous bénéficions n'est pas un cadeau. Elle dépend de notre vigilance, de notre capacité à interroger nos institutions et à refuser la facilité des discours extrêmes. S'informer, débattre, voter, s'engager localement ou en ligne, chaque geste compte, chaque prise de parole pèse. Les manipulations, les ruptures et les stratégies d'influence ne s'arrêtent pas aux frontières. Elles cherchent à pénétrer notre quotidien, à fragiliser notre confiance collective. Face à cette réalité, nous avons un choix. Détourner le regard, ou bien rester mobilisés, ensemble, pour défendre ce qui nous unit. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ou de céder à la lassitude. C'est le moment de prendre conscience que, même face à l'ampleur des enjeux, chaque citoyen a un rôle à jouer. L'Europe de demain se construit aussi dans les discussions de ce soir, dans les votes de demain, dans l'attention que nous portons les uns aux autres. À vous de continuer le débat. Que retenez-vous de ces dynamiques? Et comment, à votre échelle,
pouvez-vous contribuer à une Europe plus forte, plus juste, plus solidaire?